Luminescence est une œuvre à haute teneur spéculative. Dans les faits, c'est un échec. Je voulais, à l'aide d'un programmeur professionnel puis de logiciels puissants, reculer dans le temps, plusieurs millions d'années dans le passé, et photographier le mélange gazeux et poussiéreux du début de la formation de la Terre, sous le contrôle thermique et gravitationnel du Soleil. On m'a vite fait comprendre qu'avec les moyens technologiques dont nous disposions et l'état actuel de nos connaissances, cette entreprise-là était impossible. En bricolant ici et là et en travaillant un peu, nous avons réussi à composer une image de synthèse, un ciel nuageux, directement situé au-dessus de la grande région métropolitaine de Montréal, ce qui est un peu une contradiction, puisque en voulant construire qu'un mélange gazeux, ça exclut toute probabilité de terre en dessous. Alors, les calculs de probabilité ont été faits avec des bases de données climatiques canadiennes qui remontaient au milieu du 19e siècle. On a simplement fait des calculs de moyenne avec les données que nous avions. C'est vraiment une affaire de conjecture, d'interprétation. L'idée était de suivre l'idée, de se prêter à l'exercice. En fait, le même travail fait avec un logiciel d'image de synthèse en 3 dimensions conventionnel donnerait sans doute des calculs à peu près similaires et une image très semblable. Techniquement, pour réaliser le rendu dans un laps de temps acceptable, nous avons engagé une compagnie qui vendait du temps de travail d'ordinateur, puisque la tâche aurait monopolisé ma machine pour des mois. L'aboutissement, c'est une vision d'artiste, comme celle qu'on voit souvent quand on tape vision d'artiste. Vous savez, ces images futuristes qui tentent d'expliquer des calculs scientifiques ou des probabilités ou des projets d'ingénieurs. J'ai failli d'ailleurs l'appeler vision d'artiste, c'est un peu le sous-titre de la pièce. En regardant de plus près, à perte de vue, on voit un amalgame assez improbable. Des stratocumulus, des cumulus, sans doute quelques cumulonimbus et peut-être quelques combinaisons de cirrostratus. Ça se peut à peu près pas en temps normal. Mais c'est pas ce qui est important. Les nuages, dans l'histoire de la peinture de paysage, sont souvent peints pour animer picturalement l'espace monotone que serait le ciel sans leur présence. C'est un peu le tissu conjonctif de cette zone de la composition, le bouche-trou utile qui dynamise l'ensemble. Un sujet qui indique vaguement l'état climatique des lieux, la réalité du ciel. Régulièrement aussi, dans la peinture religieuse, le nuage est l'objet qui fait référence au divin, le messager des dieux, le sujet qui installe la trame dramatique de la scène. Dans l'art moderne et abstrait, il peut suggérer l'infini. En faire la matière principale, le propos unique d'un tableau ou d'une photo m'intéressait. Je dois admettre que la dimension vaporeuse, presque onirique, avec le point de vue de Dieu que propose ce tableau, me séduisait et m'agaçait à prime abord. Avec une éducation modérément catholique, j'ai été habitué à séparer le corps et l'esprit. Un peu comme souvent en philosophie, on fait une distinction entre la nature et la pensée. La nature étant ce qui est autonome par rapport à la pensée, indépendante de la pensée. Je dois admettre avoir un problème avec cette proposition. Ce que nous appelons nature, nous devrions le nommer l'Ilia, L', nature, univers, réalité, des synonymes qui incluent tout ce qui existe. La pensée étant incluse dans l'univers, en faisant intrinsèquement partie. L'univers est à l'intérieur de mon corps, je le respire, je le digère, mais il est aussi mes tripes et mes poumons, ma peau, mes yeux, mon cerveau et tout ce qui nous compose. Mon corps, mais tout autant mes pensées font partie de l'univers. Et aussi, minuscule suis-je par rapport à son immensité. Je suis lié à la nature, un peu comme le caseniste de la cité antique de Pétra est inhérent à la masse rocheuse de la falaise qu'il compose. En résumant grossièrement, nous sommes la chair à penser de l'univers, la matière à rêver de la nature. J'ai un petit passage du philosophe Pierre Bertrand. Nous pensons à l'univers comme se trouvant au plus loin, mais il se trouve également au plus près. Si nous ne le voyons pas parce qu'il est trop loin, nous ne le voyons pas non plus parce qu'il est trop près, devenu à nos yeux trop familier. En fait, le familier et l'étranger sont entremêlés. Nous intégrons les choses à nous et nous nous ouvrons à elles. L'inconnu est proche et lointain. Voilà. L'univers nous apparaît froid, désertique et mort, en contraste avec la terre regorgeant de vie, mais toute vie est mortelle. La mort est radicalement autre, et pourtant nous entrons en elle comme dans le sommeil. De même, nous pensons connaître les gens que nous côtoyons, mais une part d'entre eux nous échappe
comme elles leur échappent à eux-mêmes. La vie est tout aussi énigmatique que la mort. Nos sciences et nos techniques nous donnent un sentiment de maîtrise, mais celle-ci est partielle. Aussi grands, savants, performants soyons-nous, nous sommes petits, ignorants et impuissants devant la mort. Si la fin du monde prend la figure d'une apocalypse cosmique, elle prend plus souvent celle de la mort de tel et de tel vivant. Chaque fois qu'un vivant meurt, le monde prend fin. Fin de la citation. La science nous apprend que tout pourrait n'être que mathématique. En effet, au plus petit du petit, ce qui compose chaque chose pourrait n'être que le même matériau. La juxtaposition, l'amalgame, c'est la disposition de la construction qui ferait de chaque élément ce qu'il est. On serait presque tenté de croire à un dessin, à une prémisse. La nature, l'univers, la réalité, l'il y a, faudrait-il ajouter à cette liste de synonymes la conscience, comme une entité qui, elle aussi, engloberait tout, au-delà de celle que nous connaissons, la nôtre, qui semblerait bien minuscule en comparaison. La nôtre fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Les lois physiques qui nous régissent sur cette planète, notre composition chimique, font tout obstacle à une compréhension claire du tout. Fait intéressant, peu importe le logiciel de rendu 3D utilisé pour créer des nuages, la construction de nuages à l'intérieur de ce logiciel n'est jamais un objet ou une masse. Il est la somme de la juxtaposition d'une quantité variable de points. Si je reviens à l'image, la tentative était simple. En spéculant reculer assez dans le temps pour illustrer ce mélange gazeux et rempli de particules, du début de la formation de notre planète, du système solaire, pour faire un portrait fictif de nos origines communes, la nature et nous, fusionnés, sans gravité terrestre. Cette image, c'est une vaine et candide tentative de rallier ces deux idées en fait indissociables et de les mélanger dans un mix inséparable. Le titre Réminiscence fait référence à une construction de l'esprit, à un souvenir qui n'a jamais été gravé dans l'esprit d'un humain. En fait, il faudra aller plus loin et photographier de l'hydrogène et de l'hélium en fusion, puisque c'est la base connue de tout ce qui nous compose et nous entoure. Cette image, en fin de compte, contribue à sa façon à remettre en question le sens que l'on donne à l'idée du vivant, ce que nous appelons le vivant, ce mélange gazeux qui nous a fait, ce mélange de tous les éléments qui ont charpenté la planète et ce qui s'en est suivi. N'est-il pas lui-même vivant? Une étoile qui est à la base de tout ce qui est connu n'est-elle pas fondamentalement vivante, comme la source ultime du vivant ne pourrait pas elle-même en faire partie? La définition du vivant ne pourrait-elle pas aussi inclure les virus, inclure le langage? Ne sommes-nous pas l'animal porteur du langage, comme si c'était un virus? Olivier Diens parle dans son livre Enfanter l'inhumain du langage et de la civilisation comme de réplicateurs qui se serviraient de l'humain comme d'un simple véhicule, comme d'une relation parasite-hôte où l'un et l'autre gagnent à vivre en synergie. Nous pensons avoir créé le langage, mais finalement, n'est-ce pas le langage qui nous a créés? N'est-il pas apparu en même temps chez l'humain comme un virus s'installe dans une population victime? N'est-il pas ce qui nous caractérise et nous différencie en essence, ce qui fait de nous ce que nous sommes? Sans doute vaudrait-il mieux revoir notre façon de comprendre l'art. L'art ne montre peut-être pas le réel, il ne le désigne pas, il ne le suggère sans doute pas, peut-être qu'il le crée. Alors, j'avais aussi avant cette pièce de nuages réalisé deux autres pièces avec les nuages comme thème, deux tableaux. C'était, je vais vous montrer la photo, c'était des. Ça ne s'affiche pas. C'était des papiers qui obstruaient la vue dans des vitrines, qui cachaient des rénovations dans une boutique. Et ces papiers, avec la condensation, la chaleur et la vapeur d'eau, ont créé ces dessins, ces traces, ces cernes, finalement, et qui m'ont fait penser à des nuages. Et non seulement m'ont-ils fait penser à des nuages, mais ils étaient conçus comme des nuages. C'est comme si la nature avait décidé de se dessiner elle-même. Des fois, j'ai l'impression que le peintre est aussi la marionnette de la nature qui se dessine elle-même. C'est un peu la même chose. Alors, j'avais une exposition qui parlait de pareidolie, et d'habitude, je trouvais des objets qui évoquaient en nous des souvenirs, qui activaient notre mémoire. J'avais l'habitude de comparer ce phénomène-là, justement, quand on regarde les nuages et on trouve des formes à l'intérieur de ces nuages-là. Mais là, c'était aussi un effet miroir, c'est-à-dire, je voyais des nuages dans des dessins abstraits, finalement.
Alors, j'ai décidé aussi de vous montrer quelques autres travaux que j'ai faits. Celui-ci est une réplique d'un ou d'une météorite, on peut dire les deux, que j'ai trouvé. J'ai appris un jour que les météorites, il y en avait qui étaient en graphite, exactement comme les crayons de plomb finalement. Alors, ça m'a pris 1 an et demi de trouver un petit nodule de météorite en graphite, qui venait de Grand Canyon, en Arizona. Et au début, je m'amusais à dessiner avec. Je dessinais le météorite lui-même. Et à un moment donné, mon travail portant un peu, la plupart du temps, sur le temps, je me suis dit qu'il fallait le transformer et le faire disparaître, le météorite. Ce météorite-là en particulier est un météorite qui va presque aux origines de l'univers. Il y a 10 milliards d'années. Alors, on n'est pas loin de l'origine de l'univers. C'est un matériau un peu fétiche de la création tout court de l'univers. Alors, j'ai voulu le démolir un peu. Je l'ai râpé et en le râpant, ça c'était l'original, j'ai créé ce tableau, 2 versions du même tableau finalement, qui était une vue de l'univers. Dans ce temps-là, il y avait la sonde Planck qui avait pris des photos du rayonnement fossile, donc des traces, des premières traces de l'éclairage du Big Bang finalement. Et ces photos-là montraient la totalité du ciel dans une forme ovale. Alors j'ai décidé tout simplement de prendre cette poussière de météorite et de le peindre en ovale, en fin de compte de peindre l'univers avec de la poussière d'étoiles. Et la première fois, je l'ai peint avec un pinceau. J'avais une mauvaise technique pour le rendre en poussière, ce qui créait un effet granuleux qui n'était pas non plus désagréable, puisque avec les reflets de la lumière, on percevait ou on imaginait un peu les étoiles. Mais la deuxième fois, j'ai utilisé un aérographe pour imiter un peu aussi l'effet du météorite sur la toile, le choc, l'impact. Et ce qui était drôle quand j'ai utilisé les pinceaux, c'est que les outils, le godet et puis le pot à eau, eux-mêmes se sont transformés un peu en la matière du travail, comme un peu des cycles lunaires et une planète aussi, une lune finalement. Alors la question, vous voyez, j'ai aussi numérisé le petit nodule de météorite que j'ai agrandi plusieurs fois et que j'ai recouvert de graphite commercial. Et la question, quand on était devant cette installation-là, c'était aussi où est passé ce météorite finalement? Où est-il? Est-il sur le tableau? Est-il évaporé? Est-il dans la forme? J'ai utilisé un piédestal d'acier puisque dans le nodule, il y avait un certain pourcentage d'acier, alors je voulais être fidèle au matériau d'origine. Parler d'autres pièces avant celle-là. En travaillant sur le météorite, et puis en réfléchissant sur l'impact, en travaillant aussi sur les miroirs, j'ai eu l'idée de faire cette pièce-là, qui est une espèce de ralenti. J'ai cassé un miroir avec mon poing, et chaque morceau, je les ai numérisés. Je les ai transformés en vecteurs pour qu'une machine-outil puisse les lire. Et chaque petit morceau a été recréé avec un jet d'eau finalement. Il a été coupé dans du miroir encore. Alors un moment qui a pris 1/1000 de seconde a été répété en 300 ou 400 heures. Et ça faisait une espèce presque un bijou. Alors j'ai un autre petit texte. J'aimerais vous dire sur cette pièce aussi. Alors, les traces complexes et réticulaires de Saint-Impact ont été scannées, adaptées en vecteurs numérisés, redécoupées au jet d'eau, à l'identique dans du miroir, ciselées patiemment comme un bijou avec des coupes dignes d'un atelier lapidaire diamantaire. 30 000 lignes dans 2 pouces de longueur. Cette œuvre multiplie de complexes oppositions. Elle se présente comme la copie d'une matière à copier. La cristallisation d'un moment événement.
la fixation créatrice, au terme de 100 d'heures de travail, d'une microseconde destructrice. Elle devient même la mise en abîme d'une allégorie de l'impossibilité de refléter parfaitement le monde. L'œuvre s'intitule Vanité au pluriel, exactement comme une autre série de reflets de vieux miroirs numérisés et recomposés en grande juxtaposition chorale que j'avais déjà fait une ou deux fois auparavant. Quand j'ai fait cette pièce en recréant l'objet presque à l'identique dans le même matériau, j'ai pensé faire une autre pièce. On va revenir à ces pièces-là plus tard. J'ai pensé à faire cette pièce. C'était le sketch d'origine. À recréer un bureau, en l'occurrence c'était le mien, mais c'était pas du tout important. Exactement, à l'exactitude de chaque objet, vraiment dans ses plus petits détails. Et le faire vraiment comme un rond de bas, c'est-à-dire en taillant dans la masse. Alors, en prenant des mesures et en dessinant à l'ordinateur dans des logiciels 3D pour que une machine-outil puisse le recouper dans un bloc d'aluminium dans ce cas de figure. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ces machines-outils-là étaient probablement assez similaires aux machines utilisées pour les prototypes même de ces objets-là. Donc la réplication n'était pas seulement dans le résultat, mais dans la façon de faire aussi. Alors, j'avais lu aussi, en tentant de comprendre un livre de Whitehead qui proposait deux matériaux emblématiques de l'humanité. C'était une paire fondamentale à ses yeux, le miroir et la poussière, symbole de la connaissance et de l'ignorance, de l'intelligence et de son insondable mystère. C'est en travaillant sur cette pièce-là que j'ai pensé sur la pièce d'avant, c'est-à-dire sur le miroir, j'ai pensé à cette réalisation-là. L'idée de refaire la forme à l'objet à l'identique, de reconstruire minutieusement, la plupart du temps, des technologies similaires à celles employées lors de la création des prototypes même. Bon, c'est un poste de travail typique. Deux écrans, un bureau. Ce qui m'intéresse dans le fait d'avoir pris un ordinateur, évidemment, c'est un poste de travail d'un artiste. J'aimerais pouvoir répéter cette pièce-là 2 autres fois pour faire le poste de travail d'un astrophysicien et d'un philosophe. 3 métiers qui, à mes yeux, ne mettent pas nécessairement l'homme au centre de tout, mais qui peuvent penser à l'univers dans son entièreté. Et le fait qu'il y ait toujours un ordinateur, c'est tout simplement parce que c'est l'outil qui est susceptible de contenir toutes les connaissances humaines, finalement. Et en même temps, c'est l'outil que tout le monde peut avoir, le mécanicien, la waitress au restaurant, l'astrophysicien. Maintenant, tout le monde travaille avec cet outil qui potentiellement contient tout. Alors, c'était aussi une pièce qui était une espèce de mise en abîme, un cercle vicieux, puisque les miroirs les verres étaient des miroirs sans teint. Ce qui fait que quand on regardait l'intérieur, on ne se voyait pas dans les reflets des objets. On voyait les reflets des objets. On était un peu vampirisé, finalement. On se regardait, c'était carrément comme le vampire qui se regarde dans le miroir, qui ne se voit pas. Alors, je vous ai mis quelques photos du processus de fabrication aussi. Vous voyez en haut, par exemple, le scanner. À droite, il était vidé pour qu'il prenne moins de poids. Chaque petite prise était refaite. Les papiers dans la poubelle. Il y avait le haut-parleur qui était vidé aussi en haut. Les fils en cuivre qui nous permettaient de modeler un peu. On passait dans un éducateur qui pouvait nous faire toutes les formes des fils qu'on voulait. La boîte. Il y avait le siège de chromé, là, c'était pas encore chromé. On voit très bien les passages de machine-outils dans les écrans. Bon, ça, c'est une autre pièce, mais j'aimerais revenir à une pièce qui s'appelle Pépite. Voilà. J'ai fait cette pièce-là en pensant un jour
j'écoutais un astrophysicien qui parlait de la possibilité, de ce que ça prenait comme chaleur pour faire de l'or. Vivant, j'ai comme fait une pratique l'autre jour de tout ça, tu m'entends répéter tout. Mais il parlait de 2 étoiles à neutrons immenses qui devaient faire la circonférence du système solaire finalement et se percuter l'une dans l'autre, ce qui est un fait très rare dans le cosmos. Et la chaleur, c'est cette chaleur requise-là qui donnait l'or dans l'espace, qui flottait en poussière et qui, comme les autres éléments, avait constitué la planète lors de la création du système solaire. Et puis, à ce moment-là, je me rappelle avoir pensé que ce soit vrai ou pas, la vérité scientifique, c'est la vérité poétique qui m'intéresse. Je regardais dans le cou de ma copine le petit collier avec le cœur en or, et je me disais que c'est un blasphème. Alors, j'ai voulu revenir dans le temps, et j'ai demandé à mes connaissances, à mes amis, ma famille, de me donner leurs vieux bijoux en or s'ils en avaient, qui traînaient. Vous savez, des fois on perd un bout d'oreille, un ancien amant désagréable, toutes sortes de choses, qui fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement intéressé à reporter ces bijoux. Et j'en ai reçu quand même passablement assez, en tout cas, pour créer un module. Je l'ai fait fondre. J'ai fait fondre cet or. Et j'ai été voir une orfèvre. Je lui ai demandé de prendre n'importe quelle photo sur Google View, Google Images, de pépites natives et de sculpter. Vous savez, ces orfèvres où on amène le bijou qu'on a perdu, on lui demande de refaire le bijou. Je lui ai demandé de faire une pépite native, vide à l'intérieur, que ce soit vraiment un contraste entre le naturel et l'artificiel. Et voilà ce que ça a donné. Ensuite, j'ai tout simplement été chez des bijoutiers. Je leur ai demandé les pierres les plus populaires pour présenter l'art, cette espèce de marbre-là. Et j'ai pris des photos. Aussi, je me suis renseigné comment on faisait des photos. Les bijoutiers procédaient, les photographes pour les bijoux. J'ai pris les photos de chaque objet qu'on m'a donné, et puis j'ai demandé à chaque personne d'écrire un peu l'historique de ces bijoux-là pour qu'il reste une trace, pour qu'on puisse voir aussi cette transformation-là, ce recul finalement, ce backward. Alors, ça c'est les différentes étapes de la fabrication de cette pièce en or. Et je la présentais dans une petite galerie à Toronto. Vraiment, la galerie devenait un espace comme chez un bijoutier finalement. Le soir, elle était rétro-éclairée. Ça faisait changer la vocation un peu de l'espace de la galerie. Moi qui m'intéresse souvent au minéral, j'ai photographié aussi plusieurs grottes, dont celle-ci, qui est une petite grotte qui se trouve au parc des Buttes de Chaumont à Paris. C'est une fausse grotte qui est construite, je pense, par Napoléon III dans une ancienne mine de gypse. Donc, elle est totalement fausse. Ce sont des stalactites, la photo est à l'envers. Je m'intéressais dans ce temps-là à l'allégorie des ombres des grottes de Platon, si je ne m'abuse. Et quand on visite de vraies grottes avec de vrais dessins préhistoriques, j'ai eu ce choc-là, je me disais, mais bon Dieu, il s'est un peu trompé Platon de dire que le monde des idées était dehors à la lumière, puisque finalement il était inscrit sur les grottes. C'est là un peu que c'est né finalement. Alors j'avais pris cette photo qui était totalement fausse, je l'avais retournée de côté avec ce jet de lumière qui attirait inévitablement l'être humain à la sortie. J'avais aussi photographié cette grotte, qui est une grotte sous-marine, qui combinait un peu, qui était un peu le chaînon manquant pour moi entre les grottes et les météorites, puisque c'est la météorite qui a tué théoriquement
les dinosaures qu'il a créés, toutes les cénotés du Mexique, des centaines de milliers de kilomètres de souterrains aquatiques. Et aussi cette grotte préhistorique dans le sud de la France que j'ai eu la chance de pouvoir photographier, mais j'ai photographié des murs où il n'y avait pas d'inscription, pas de dessin. Un peu comme pour pouvoir photographier le syndrome de la page blanche. Et ce que je remarquais d'intéressant, c'est que toutes ces taches qu'on voit en haut sont presque à l'identique. Elles ressemblent aux dessins qui sont à l'intérieur de ces grottes. À s'y méprendre, hein, la plupart des touristes se trompent aussi constamment. Ah, tiens, un autre dessin, un autre dessin. Et quand on sait que ces taches-là ont des millions d'années et que les dessins ont plus de 30 000 ans, on est porté à croire qu'elles ont servi aussi aux humains à dessiner à côté. On se demande, c'est l'œuf ou la poule. J'ai essayé de trouver des explications, mais sans en avoir. Mais c'est assez flagrant quand on les visite. Alors oui, j'avais aussi comme but de trouver le plus petit objet animé finalement. Et puis j'étais allé faire mon œil. Je suis dans une clinique de prothèse Dieu. Alors je vais vous lire un petit passage là-dessus aussi. C'est un passage d'un ami, un philosophe, Nathan Brown. C'est un œil qui ne voit pas, mais qui préside la scène alors que nous regardons son non-regard aveugle. Telle la boîte de sardines de Lacan qui scintille dans la mer. Il attire notre regard. Et dans la mesure où nous nous mettons dos à lui, en direction d'une autre pièce de la grotte, nous nous sentons être l'objet d'une préhension opérée par le regard lui-même, occupant une position spécifique dans le champ de vision dont l'appareil photographique fonctionne comme prothèse. Dans l'installation de Bayer, le monde des idées est à la fois une image visuelle que nous regardons et une relation qui doit être pensée à un œil qui ne voit pas, à la non-visibilité. Je vais le mettre. Voilà. Cette pièce-là s'appelle Photo. Photo est faite d'un fond de scène noir, acheté sciemment dans un laboratoire photo et monté sur un faux cadre, comme une toile d'artiste peintre. Le tout a été ensuite recouvert d'un pochoir, percé d'un cercle de 16 pouces en son centre, un sténopé hors dimension. J'ai placé le tableau pendant 9 mois au soleil, devant une de mes fenêtres, dirigée vers le ciel. Comme ça. Le tissu, visiblement sensible à la lumière, mais sans émulsion particulière, a pâli. À sa surface s'est formée une trace, l'image manifeste de ce cercle, un cerne, une auréole blême. C'est la photographie dans son plus simple appareil, sans appareil. Un support, un trou, de la lumière, une impression. Une caméra obscura de plus basique. Là encore, évidemment, le temps a joué son rôle d'élément transformateur. Le but n'était évidemment pas d'obtenir une vue en 2 dimensions proche de la vision humaine, puisque le support n'avait aucune prédisposition particulière à la captation, qu'en plus, la prise de vue était très longue, que le procédé n'utilisait pas de lentille à part la vitre de la fenêtre, et que l'ouverture était trop grande. L'image obtenue allait sans aucun doute être surexposée, uniforme et clairement distincte du reste de l'espace pictural. L'idée était aussi très simple, voire simpliste, photographier le soleil grâce à ses rayons ultraviolets, une étoile dans le cosmos, le fond de scène noir représentant l'arrière-plan suprême, l'univers. Et puis, je vais vous parler d'un projet que j'ai pour finir. Je me promenais à Toronto et puis j'ai vu ce titre, c'est un barbershop. Je l'avais photographié et puis mon but c'est d'en faire une pièce comme celle-ci, dans laquelle on ne pourra pas lire. Ça va être un peu comme ça. Alors la pièce Éternité reproduit le mot en écriture cursive mais à très grande échelle. La pièce se déploie sur plusieurs mètres cubes à une hauteur d'environ 3 mètres. Elle n'expose cependant que sa tranche. Le mot lui-même demeure illisible, incompréhensible.
tout comme l'idée même de l'éternité à l'échelle des possibilités de la conscience humaine. L'œuvre est réalisée en plusieurs étapes superposées de métal poli miroir. Le spectateur peut donc s'y voir altéré. L'addition de couches se chevauchant, la répétition en hauteur, est là pour évoquer la stratigraphie des fouilles archéologiques. Cette œuvre joue elle aussi de contraste. En même temps, sa nature ramène à la vanité de toute chose, à l'absurdité du désir humain de durer. Voilà, je pense qu'il faut que j'y aille.